As-tu déjà réfléchi à la manière dont un peuple issu des ténèbres de vieux mythes a réussi à bâtir l'une des plus puissantes et mystérieuses civilisations de l'histoire? Voici le récit des Aztèques, un empire qui a prospéré avec magnificence, dirigé par des dieux intransigeants et des tactiques militaires astucieuses. Cependant, il a fini par tomber sous l'emprise de ses propres vulnérabilités internes et des conquistadors qui sont arrivés de l'autre côté de la mer. Engageons-nous dans cette odyssée grandiose, partant de ses débuts modestes pour arriver à son apogée et sa déchéance, où chaque brique de ses édifices et chaque offrande témoignent d'une saga de pouvoir et de destinée. Le récit des Aztèques débute
Le dévouement inconditionnel à leurs convictions a modelé la personnalité de l'Empire aztèque et a constitué un des facteurs qui ont permis à leur société d'atteindre des degrés aussi avancés en matière d'organisation et de puissance. Toutefois, cette même inflexibilité et adhésion à la foi les rendait aussi exposés, particulièrement quand ils ont commencé à se confronter à un adversaire dont les convictions étaient totalement différentes et qui considérerait leur piété comme une fragilité. Tenochtitlan était une prouesse d'ingénierie et d'organisation. Ses chinampas, aussi appelés jardins flottants, assuraient un approvisionnement alimentaire suffisant pour une population en expansion continue, et ses marchés étaient le centre d'un frémissement d'activité où se procédaient des échanges de marchandises de tout l'Empire et même au-delà. La cité était décorée de temples dorés et de places grandioses, tandis que les canaux qui l'inondaient lui conféraient une apparence semblable à une ancienne Venise. Cette prospérité matérielle offrait aux Aztèques un sentiment de fierté et de prééminence. Toutefois, derrière cette illusion de magnificence se cachait une facette sombre que peu d'empires de l'Antiquité étaient en mesure de rivaliser. Les sacrifices humains, exécutés avec une précision effrayante, rappelaient continuellement que la force de Tenochtitlan était fondée sur le sang. On prétendait que lors des plus grandes cérémonies, le Templo Mayor pouvait entièrement se colorer en rouge. Ce phénomène servait à la fois d'acte de dévotion envers les dieux et de source d'effroi pour les sujets et les ennemis. Ce paradoxe entre prospérité et violence captivait non seulement, mais troublait également les observateurs extérieurs. Selon les Aztèques, les sacrifices étaient indispensables sur le plan spirituel. Sans ces rituels, l'univers plongerait dans une obscurité sans fin. Toutefois, pour les populations opprimées, ces rituels évoquaient la dureté de l'emprise aztèque et constituaient une motivation à trouver un moyen de s'émanciper. La richesse de la cité était autant sa puissance que son point faible, car elle générait à la fois révérence et animosité. Pour les Aztèques, les sacrifices et la dévotion à leur dieu offraient un objectif commun, une motivation pour se battre et s'élargir. Toutefois, cette même cohésion religieuse les rendait aussi rigides. Ils ne pouvaient pas concevoir un univers où ils n'auraient pas à l'alimenter avec du sang. Ce paradoxe a influencé la dynamique interne de l'entreprise, où richesse et terreur cohabitaient dans un équilibre précaire. Cet équilibre, qui a été préservé pendant des générations, a commencé à présenter des signes de rupture alors que la pression s'intensifiait de l'extérieur et de l'intérieur. L'émergence de nouvelles épreuves testerait la robustesse de cet empire si complexe, et l'histoire illustre que même les sociétés les plus majestueuses peuvent s'effondrer si leur base repose sur une stabilité aussi précaire. L'un des aspects les plus fascinants de l'Empire aztèque est la dichotomie entre l'abondance matérielle et la cruauté des offrandes humaines. En dépit de leur succès dans l'ingénierie, l'agriculture et le commerce, c'étaient les sacrifices qui symbolisaient leur pouvoir. Des cérémonies publiques étaient mises en place durant lesquelles des dizaines de milliers de captifs étaient offerts en sacrifice pour honorer les divinités, notamment Huitzilopochtli, qui réclamait du sang pour assurer le mouvement du soleil. Pour les Aztèques, le sacrifice humain représentait à la fois un acte de dévouement et une manifestation de puissance. En démontrant leur aptitude à capturer et éliminer leurs adversaires, ils ont envoyé un signal limpide aux autres peuples. La puissance de Tenochtitlan n'était pas uniquement fondée sur sa prospérité, mais aussi sur sa détermination à imposer une domination totale. Ceux-ci consolidaient leur position tout en engendrant la peur et le ressentiment chez les peuples assujettis. Ces cérémonies étaient perçues par le peuple non seulement comme une obligation, mais également comme une nécessité. Ils étaient convaincus que sans ces sacrifices, le monde sombrerait dans le désordre et l'obscurité. Cette conviction les a entraînés dans un paradoxe inéluctable. Plus leur expansion et leur capture étaient grandes, plus ils avaient
Besoin de sacrifices, ce qui impliquait à son tour plus de conquêtes. C'était un cycle ininterrompu qui força l'Empire à progresser, sans possibilité de faire pause et remettre en question sa route. Toutefois, cette pratique était également à l'origine des germes du conflit. Les communautés vivant sous le règne des Aztèques commençaient à considérer leurs maîtres non plus comme des gardiens, mais comme des exécuteurs qui les employaient pour apaiser leurs divinités assoiffées. Cette vision suscitait la haine et une révolte sous-jacente qui interviendrait plus tard de façon déterminante dans la dégringolade de l'Empire. Quand les conquistadors espagnols firent leur arrivée, ils découvrirent une société florissante, mais vulnérable. Les offrandes qui avaient appuyé les Aztèques pendant une période prolongée se sont transformées en un point de faiblesse. Les populations opprimées ont vu dans les Espagnols une chance de se libérer, et le cycle qui avait soutenu Tenochtitlan a finalement commencé à s'écrouler sous sa propre masse. Le monde mésoaméricain était peuplé de civilisations dotées de traditions et de rituels foisonnants, dont plusieurs avaient des coutumes comparables à celles des Aztèques, bien que certaines différences majeures soient notables. Par exemple, les Mayas réalisaient aussi des sacrifices humains. Cependant, ces rituels étaient moins fréquents et étaient habituellement associés à des événements particuliers comme les éclipses ou la dédicace de temples. Chez les Mayas, les sacrifices étaient perçus comme une transaction entre le monde matériel et le monde divin, mais la grandeur de ces rituels semblait bien modeste comparée à celle du dispositif rituel aztèque. Considérés comme les ancêtres culturels des Aztèques, les Toltèques ont aussi eu un impact important sur les rituels de Tenochtitlan. On affirme que les Aztèques ont emprunté une portion de leur cosmologie aux Toltèques, y compris la notion que les conflits et les offrandes étaient indispensables pour sustenter les divinités et préserver l'équilibre cosmique. Le concept de guerre rituelle, également appelé guerre florale, est
profitaient des conquêtes tout en ayant moins de visibilité. Il n'a pas été aisé de préserver l'unité au sein de l'Alliance. Des tensions émergeaient en raison de la répartition déséquilibrée du butin et des choix tactiques qui avantageraient Tenochtitlan. Néanmoins, l'Union a réussi à maintenir sa cohésion en raison de la menace persistante de révoltes extérieures et de l'impératif partagé de sauvegarder leurs intérêts contre d'autres forces mésoaméricaines. Grâce à la création de cette coalition, les Aztèques ont pu renforcer leur emprise sur le bassin du Mexique et au-delà. Chaque victoire renforçait l'emprise de Tenochtitlan sur la région, amplifiant le flux des tribus et des captifs destinés au sacrifice. Cette phase de croissance rapide a mené l'Empire à son sommet, mais a aussi amplifié sa dépendance à un système qui exigeait des conquêtes continues pour préserver la stabilité interne et le cours des ressources. L'établissement de la Triple Alliance a non seulement entraîné une modification de l'équilibre des forces en Mésoamérique, mais a également signifié l'aube d'un empire qui paraissait invincible. Toutefois, comme toute vaste organisation bâtie sur la conquête et la domination, ses bases ont commencé à présenter des signes de défaillance qui seraient plus perceptibles dans les décennies à venir. Pour les Aztèques, préserver l'unité de la Triple Alliance représentait un challenge permanent. Alors que Tenochtitlan gagnait en puissance et voyait grandir ses aspirations, les frictions au sein des alliés s'intensifiaient. Le partage du butin et les droits de gouverner les territoires conquis suscitaient des tensions, notamment lorsque Texcoco et Tlacopan prenaient conscience que Tenochtitlan profitait le plus des gains. L'un des défis majeurs était de contrôler les insurrections dans les territoires conquis. Le contrôle aztèque était souvent ressenti par les peuples conquis, notamment en raison des tribus exigées et de la requête de captifs pour les sacrifices. Malgré une puissance militaire notable, l'Alliance était constamment à court de ressources en raison de la nécessité de réprimer des rébellions et requérait une coordination scrupuleuse.
et de tolérer l'enlèvement de captifs pour des offrandes, une coutume qui nourrissait le mécontentement et l'aspiration à la révolte. Les témoignages des chroniques indiquent que dans plusieurs situations, les peuples sous l'influence ne ressentaient pas seulement de la peur à l'égard des Aztèques, mais les détestaient. Pour ces derniers, chaque retour triomphant des guerriers aztèques se traduisait par davantage de pertes et de souffrances. Les politiques de répression sévères et les représailles violentes en cas de non-paiement des tribus ou de soulèvement renforçaient l'idée que la paix sous le régime aztèque n'était au mieux qu'une illusion. Quand les Espagnols ont débarqué, ces populations ont vu une opportunité. Hernán Cortés a habilement exploité le ressentiment accumulé et a établi des alliances avec des groupes tels que les Tlaxcaltèques, qui avaient longtemps subi le siège et la pression des Aztèques. Pour les Tlaxcaltèques et d'autres alliés autochtones, s'associer aux conquistadors ne représentait pas une trahison de leur terre natale, mais un recours désespéré pour échapper à une oppression insupportable. L'appui des peuples subalternes a été déterminant pour le triomphe espagnol. Les forces indigènes dépassaient en effectif les troupes européennes et maîtrisaient le terrain ainsi que les stratégies des Aztèques. Sans ce soutien, prendre Tenochtitlan aurait été bien plus ardu, voire irréalisable. C'est ce sentiment de trahison manifeste de la part des sujets qui a finalement miné les Aztèques de l'intérieur, convertissant leurs anciens vassaux en alliés de leur plus grand adversaire. Les points de vue de ces populations démontrent que le déclin de l'Empire ne découlait pas seulement de l'intervention des conquistadors, mais d'une combinaison de tensions internes et d'animosité qui s'étaient accumulées sur une longue période et que les Aztèques n'avaient jamais réussi à apaiser. Le déclin de l'Empire aztèque a commencé à se manifester bien avant l'arrivée des Espagnols. L'une des raisons clés a été la sélection de dirigeants de plus en plus portés vers la guerre et moins vers la diplomatie. Cette stratégie assurait la croissance et préservait l'apparence de puissance, mais négligeait le besoin d'une stabilité interne. L'attachement aux empereurs guerriers, à l'instar des successeurs de Montezuma Pur, a engendré une culture où la résolution des conflits se faisait toujours par le biais de la force plutôt que du dialogue. La corruption au sein de l'aristocratie a aussi joué un rôle dans la dégradation de l'Empire. Pendant que les empereurs s'efforçaient de conserver leur pouvoir et de promouvoir l'expansion, la classe dirigeante accumulait une richesse et un pouvoir croissant, souvent au détriment des simples citoyens et des peuples soumis. Les décisions politiques profitaient à certains et creusaient l'écart entre l'élite au pouvoir et la population. Cette inégalité nourrissait le mécontentement interne et sapait l'unité de l'Empire. Malgré le succès des campagnes militaires, mais constantes, elles laissaient l'Empire à bout de souffle. Pour soutenir les conquêtes et réprimer les révoltes, il était nécessaire d'avoir de plus en plus de ressources et d'hommes, ce qui générait un cycle pernicieux. Les combats étaient remportés, cependant les séquelles qu'ils infligeaient au tissu social demeuraient sévères et ardues à guérir. Les insurrections internes sont désormais une menace permanente, et même si l'armée aztèque est capable de les écraser, chaque révolte affaiblit davantage l'Empire. La paranoïa parmi les dirigeants aztèques représentait aussi un indicateur de l'époque de déclin. L'empereur Moctezuma II, qui a accédé au trône pendant une période marquée par des signes annonciateurs de calamités grandissantes, a commencé à prendre des décisions qui reflétaient davantage la crainte que la tactique. L'apparition d'une comète et d'autres présages dans le ciel furent perçus comme des manifestations du mécontentement divin. Plutôt que d'opter pour des solutions plus équilibrées, Moctezuma II a intensifié la rigueur des punitions et des sacrifices, amplifiant ainsi l'instabilité. Lorsque les Espagnols sont arrivés, cette série de problèmes internes avait déjà placé l'Empire dans une position délicate. Malgré une apparente force, les Aztèques étaient en réalité un empire divisé et exposé à des vulnérabilités internes.
Pour ceux qui étaient au courant des fissures existantes sous la surface, l'effondrement imminent n'était pas une surprise. C'est en 1519, quand des rumeurs initiales de créatures étranges et de grands vaisseaux atteignirent Moctezuma II, que l'Empire aztèque devait déjà lutter contre une tension persistante causée par des révoltes internes et la nécessité de garder le contrôle sur les populations assujetties. Moctezuma, un dirigeant mystique et superstitieux, considéra ces occurrences comme des indices possibles de la venue de divinités ou de messagers sacrés, ce qui orienta ses réactions initiales vis-à-vis d'Hernán Cortés et de ses compagnons. Considérer l'inconnu comme quelque chose de divin fut l'une des plus grandes fautes commises par l'empereur. Les premières rencontres entre les Espagnols et les Aztèques se firent dans une atmosphère de prudence et de diplomatie. Moctezuma dépêcha des émissaires porteurs de présents en or et en bijoux, dans l'espoir d'adoucir ou de séduire les nouveaux venus. Néanmoins, ces abondantes ressources n'ont fait que stimuler davantage l'avidité des conquistadors, consolidant la notion selon laquelle l'Empire aztèque représentait une terre d'une richesse inestimable, méritant d'être conquise. Quand, à Cortés, il a rapidement saisi la dynamique du pouvoir et les divisions internes qui affectaient l'Empire. Il forge des partenariats avec les adversaires des Aztèques, tels que les Tlaxcaltèques, qui percevaient chez les Espagnols une chance de se délivrer de leur oppression. L'armée de Cortés devenait de plus en plus puissante et informée du terrain à mesure qu'elle s'alliait avec de nouveaux alliés indigènes, alors que les Aztèques, enfermés dans leurs coutumes et leurs convictions, ne percevaient pas la menace qui se profilait. L'entrée de Cortés à Tenochtitlan fut un spectacle qui suscita l'émerveillement des Espagnols. La cité était un chef-d'œuvre en termes d'architecture et d'ingénierie, dotée de canaux, de temples et de places qui égaleraient les plus belles villes européennes. Cependant, la présence des Espagnols dans la capitale se changea rapidement en conflit. Moctezuma, contraint de jouer le rôle d'intermédiaire et de captif, a perdu l'estime de son peuple. Cette situation a atteint son paroxysme avec une révolte qui a poussé les conquistadors à mener une retraite sanglante, célèbre sous le nom de la Noche Triste. Cortés ne s'est pas laissé décourager après sa retraite. Il a consolidé ses troupes, y compris un nombre grandissant d'alliés locaux qui percevaient la chute de Tenochtitlan comme leur meilleur espoir de délivrance. Au cours de cette période, la cité aztèque était confrontée à un adversaire impalpable et létal, la variole. Cette affection, introduite par les Européens, a rapidement contaminé la population autochtone dépourvue d'immunité. La pandémie a dévasté la population de Tenochtitlan, réduisant simultanément la force militaire et le moral de l'Empire. Cortés a tiré parti de la destruction provoquée par la variole et est revenu avec une armée renforcée. Il a mis la ville sous siège, bloquant l'approvisionnement en eau et en nourriture. Sous la conduite de Cuauhtémoc, successeur de Moctezuma, les Aztèques ont fait preuve de bravoure et de résilience en défendant chaque rue et temple. La lutte pour Tenochtitlan s'est transformée en une suite de combats violents qui ont causé des ravages et des pertes humaines de part et d'autre. La lutte a duré plusieurs mois et l'opposition des Aztèques a été remarquable. Toutefois, l'avantage des Espagnols en matière d'armement et de stratégie, combiné à la coopération de leurs alliés locaux, a fini par pencher la balance. Finalement, en août 1521, Cuauhtémoc fut pris et Tenochtitlan fut conquis. Autrefois magnifique, la ville fut réduite à un tas de ruines et mise à sac. La prise de Tenochtitlan a symbolisé la dissolution de l'Empire aztèque et l'entame d'une nouvelle ère sous le contrôle espagnol. La défaite a eu un impact dévastateur, non seulement sur le plan physique, mais également au niveau spirituel. Les temples ont été anéantis, les prêtres assassinés ou bafoués, et ceux qui ont survécu ont été forcés d'adhérer à une religion différente et à un nouvel ordre. La déchéance de Tenochtitlan servait d'avertissement sur la façon dont un empire, qui semblait autrefois invincible, pouvait se désintégrer face à un mélange de contraintes internes
et l'invasion d'un adversaire extérieur sans pitié.